du maître. Il s'agit d'un véritable privilège doublé d'une expérience unique. Car visiter l'atelier d'un artiste n'est pas un acte anodin. C'est un peu comme entrer dans son monde, passer de l'autre côté du miroir et toucher du doigt les mystères de la création. Jean Méret, collectionneur d'art et d'objets un peu fantasques, en a fait l'expérience. Les premières visites d'ateliers d'artistes que j'ai faites, c'était pour essayer d'aller comprendre comment ça se passait. C'est-à-dire comment se réalisait un tableau et pourquoi un tableau produisait sur moi un certain effet. Donc je me disais, il doit y avoir un truc là-dessous, il y a un mystère, il se passe des choses. Et donc je suis allé chez cet ami peintre, qui est d'ailleurs beaucoup plus âgé que moi, et il m'a permis de le regarder travailler. Et je l'ai vu élaborer le tableau, je trouvais ça fascinant. Et au bout du bout, une fois que le tableau était terminé, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, bien que j'en ai connu tous les stades. Je fais très attention à qui rentre dans l'atelier. Il y a très peu de personnes finalement qui viennent à l'atelier. Parce que c'est quelque chose pour moi qui est difficile aussi. C'est très intime. Et c'est une violence aussi pour moi quand quelqu'un rentre dans l'atelier. C'est comme si on entre à l'intérieur de moi. Et j'ai pas peur des mots, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est pas un espace normal, un atelier. C'est comme si les murs, c'était comme des toiles sur lesquelles je dessine. C'est la même chose. Je pense que c'est comme si le dehors et le dedans n'existent pas ou se nomment différemment. Claudine Drey donne l'impression, quand on visite son atelier, qu'elle sort elle-même de ses tableaux, c'est-à-dire ou de ses dessins, de ses objets. C'est une expérience assez déroutante et assez passionnante et très magnétique. Il y a ce que je vis, moi, dans mon travail, et ce que ça peut provoquer chez les autres. Et combien de fois les gens sont bouleversés, ou des personnes qui tout à coup me parlent de choses dont ils n'ont jamais parlé. J'ai des gens qui rentrent et qui pleurent. Et je ne m'attends pas à ce que ça puisse provoquer des larmes. Montrer leurs œuvres afin de les vendre est une question vitale pour les artistes. Au XIXe siècle, ils les présentent dans les salons d'art du Grand Palais et aux expositions universelles qui se tiennent sur les bords de Seine à Paris. Celles-ci ont joué un rôle considérable dans l'histoire des ateliers d'artistes. D'abord, ça faisait travailler les artistes pour la décoration, pour la mise en place, des pavillons d'exposition. Ça réunissait un monde énorme. Et puis alors, il y avait un autre élément qui n'était pas prévu au départ, mais qui a été aussi important, c'est qu'une fois que tout ça a été terminé, on ne savait plus très bien quoi faire de toute cette ferraille, de tous ces bâtiments qui avaient été construits spécifiquement pour l'exposition. Et il y a beaucoup d'esprits ingénieux qui ont dit on va les récupérer pour en faire des ateliers, des bâtiments dans lesquels les artistes seront reçus. La flambée de l'immobilier aidant, des promoteurs achètent des terrains bon marché, situés la plupart du temps sur d'anciennes carrières. Ils y bâtissent de véritables cités-ateliers, puis les louent ensuite aux artistes qui débarquent par milliers, fascinés par la ville lumière et bien décidés à y faire consacrer leur talent. Construite avec des matériaux de l'exposition universelle de 1878, la Cité Fleurie est l'une des plus anciennes cités d'artistes de Paris. Elle fut tout autant le domaine des artistes célèbres tels Mayol ou Gauguin que celui d'artisans réputés comme Limet, qui réalisa toutes les patines de sculpture en bronze de Rodin. La Cité Fleurie a toujours été aux avant-gardes des grands combats du siècle. Au lieu de la résistance anti-nazie, elle a ensuite accueilli le premier squat artistique de Paris, au lendemain des événements de 1968. C'est d'ailleurs à cette époque qu'elle reçoit le nom de Cité Fleurie, un nom qu'elle porte bien, et ce, quelle que soit la saison.
Le 19e siècle est l'âge d'or des ateliers d'artistes. Capitale des arts et en pleine transformation, Paris est la seule ville au monde à en posséder autant. Ainsi, la Villa des Arts et sa cascade de verre ancrée dans les contrebas de Montmartre est l'un des plus beaux ensembles architecturaux de Paris, pourvu à l'origine de 52 ateliers. L'immeuble a été construit en deux parties, et il y a les bâtiments qui sont à gauche de la cour quand on entre là-haut, qui datent à peu près de 1850, où travaillait le portraitiste Léon Bonnat. Et puis vers 1890, le propriétaire, qui s'appelait M. Guéret, dont la famille a vendu l'immeuble assez récemment, il y a un an ou deux, s'est adjoint les services d'un architecte qui s'appelait Henri Cambon, et ils ont construit toute cette partie de l'immeuble qui donne sur la rue Ganneron et sur le cimetière de Montmartre. La construction de la Villa des Arts a permis de sauver de la destruction des chefs-d'œuvre, comme ce magnifique escalier qui ornait jusqu'en 1889 la gare Saint-Lazare. Plus surprenant encore, ces poutrelles métalliques de la Tour Eiffel récupérées par M. Guéret. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on lui avait cédé gracieusement ce terrain, qu'il avait eu les matériaux, c'est-à-dire les poutrelles métalliques du chantier de la Tour Eiffel à l'exposition de 89, gratuitement, et que le deal était de faire des ateliers d'artistes très bon marché. Ceux qu'ils sont restés d'ailleurs jusqu'à une époque très récente. Corridors aux allures de passages secrets, dans lesquels s'étire une lumière diaphane, serpentin d'escaliers dévalant en ombre langoureuse, la Villa des Arts a des allures de vaisseau fantôme. 600 artistes y travaillèrent, dont Eugène Carrière, Cézanne, Renoir, Raoul Dufy et Picabia. Plus près de nous, c'est ici que Nicolas Schaufer a créé l'art cybernétique. Franchir le seuil de son atelier, c'est se téléporter dans un autre univers surprenant et envoûtant, tout d'idées et de beauté. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Arrivé de sa Hongrie natale à Paris en 1936, Nicolas Schaufer entre à la Villa des Arts dès 1953. C'est dans cet atelier qu'il a créé et exposé ses spatiodynamismes, œuvre orchestre, associant le mouvement et le son, la scansion fugitive de la lumière à la poétique de l'inox ouvragé. Son épouse, Éléonore Schaufer, occupe toujours cet atelier que le sculpteur avait pris soin de transformer. Avec une hauteur sous plafond de 10 mètres, une mezzanine s'emportant et sa grande verrière, l'atelier de Nicolas Schaufer conjugue à la fois les éléments anciens et les exigences de la modernité. Alors là, il a eu évidemment à sa disposition un merveilleux atelier qu'il a voulu au sol de marbre, de manière à faire un atelier d'exposition de ses œuvres. Mais en réalité, quand les gens venaient ici, il leur disait « Non, vous n'êtes pas entouré d'œuvres, vous êtes entouré d'idées. Ce sont les idées que j'expose ici. Je suis bien obligée d'en passer par des objets, mais à la limite, j'aimerais que ces objets n'existent pas, qu'il n'y ait que les idées et les effets des idées. » Alors évidemment, quand on voit une chronose tourner derrière un écran, on se rend compte que les effets sont beaucoup plus importants et c'est ça qui compte. Tout à la fois espace de création et laboratoire d'idées, l'atelier de Nicolas Schaufer attire le tout Paris intellectuel et artistique, fasciné autant par son œuvre luxuriante que par les éblouissements délicats de sa pensée. Il y a eu Aragon, et Aragon, il était très content d'avoir eu Aragon ici, parce que Aragon, c'était quand même le surréalisme d'une certaine manière, et voir sa réaction dans le prisme, Aragon est entré dans le prisme, après avoir enlevé ses chaussures, il a ouvert les bras, et il a dit « Je marche dans l'éternité et dans l'infini ». Il y avait des moments touchants, des choses extraordinaires qui se sont passées ici. Lieu unique en son monde, l'atelier de Nicolas Schaufer a pourtant bien manqué de disparaître, après l'acquisition en 2006 de la Villa des Arts par une société immobilière. Racheté depuis par la mairie de Paris, ce patrimoine unique va pouvoir continuer à s'imposer comme un pôle de la vie artistique du XXIe siècle.
Une autre cité de la pauvreté